Sinon, Manon Aubry, une réaction peut-être sur les mots des parents de Quentin Durand qui disent notamment, je reprends, ils viennent d'être dit par Mélanie, la mémoire de Quentin n'appartient pas à des groupuscules, mais à tous les Français, sans exclusive. Ça saute pas aux yeux, là, depuis une semaine, quand même. Je crois que ce sont des paroles dignes de la part de la famille de Quentin qui avait indiqué ses réserves dès samedi puisqu'il n'avait pas souhaité participer à cette marche dont on pouvait craindre ces saluts nazis, ces insultes à caractère homophobe ou raciste pour lesquelles des enquêtes judiciaires sont désormais ouvertes. Et je pense que dans la douleur qui doit être la leur, il ne faut pas rajouter à cela, en plus, l'instrumentalisation politique comme celle à laquelle nous avons assisté depuis une semaine. Et indépendamment des désaccords politiques que les uns et les autres peuvent avoir avec les engagements de Quentin, la dignité nous appelle à tout le moins à la retenue. Et c'est ce à quoi la famille appelle ce soir. Et je souhaite que ces paroles soient entendues le plus largement possible. Merci Mélanie. Allons justement sur le débat politique auquel on a assisté depuis une semaine. Ce qui frappe aux yeux, c'est pour le coup la constance dont fait preuve votre parti depuis... La cohérence, ça a du bon en cohérence, politique. comme vous voulez. En tout cas, ni responsabilité politique, ni responsabilité morale. C'est ce que disent tous les membres de votre parti qui ont pris la parole ces derniers jours. On va y revenir. Jean-Luc Mélenchon a reparlé encore ce soir de la jeune garde, mais je voudrais d'abord vous entendre sur ces mots qu'il a prononcés. C'était lors d'une conférence de presse en fin de journée intitulée « Face aux nouveaux médias ». Je voulais commencer avec ça parce que ce sont des mots quand même importants. Il charge la presse pour son traitement médiatique de l'affaire Quentin Durand avec des mots quand même très durs. Écoutez. Je peux, si je veux, convoquer les importants. Ils viendront pour me demander si je compte tuer personnellement quelqu'un la semaine prochaine et je sais pas quoi. Ils viendront faire ça. Et ne croyez pas que ça les ait enchantés qu'on ait convoqué ça. Eh ben oui, ça les a pas enchantés. La guerre est commencée. Vous l'avez déclenchée contre nous. Et toutes vos unes où vous me montrez baignant dans le sang, ne croyez pas que j'irai le sourire aux lèvres. Je me défends, ce que je suis en train de faire. Et notre organisation défend collectivement ce qu'elle est en train de faire. Nous avons une stratégie. Si nous pouvons faire exploser le front officiel du parti médiatique, nous serons contents. Si nous le fissurons, ça sera déjà ça. S'il est toujours là, on recommencera. On connaissait les rapports compliqués de Jean-Luc Mélenchon avec les médias, mais là, quand même, on franchit un cap supplémentaire. La guerre est déclenchée. Ça veut dire quoi, Manon Aubry ? Vous avez vu la une d'un certain nombre de médias ces derniers jours, de la Tribune Dimanche, de Marianne, qui tous pointent comme si la responsabilité de la France insoumise, comme si nous étions responsables de violence, alors que je mets au défi quiconque ici de trouver dans mes paroles, celle de Jean-Luc Mélenchon, le moindre appel à la violence. Et oui, le traitement médiatique auquel on a assisté la semaine dernière, qu'on évoquait à l'instant, que la famille évoquait à l'instant, est un traitement médiatique qui vise à quelque part renverser. Les antifascistes deviendraient des fascistes, les féministes deviendraient des féminazis. Donc, vous voyez que nous vivons libre en France. Oui, la presse est libre, mais la presse n'est-elle pas en grande partie possédée par un tout petit nombre d'acteurs ? Ne pensez-vous pas, vous, en tant que journaliste, qui est un beau métier et que je salue parce que c'est pas un métier qui est toujours facile, parfois vous êtes aussi injustement pris pour cible, mais vous pouvez reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous avez 80% des médias qui sont détenus par une poignée de milliardaires, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème dans la diversité, dans la liberté des médias ? L'affaire Quentin Durand et le traitement médiatique. Peut-être que ça influence le traitement médiatique. Quand vous avez un certain nombre de médias qui choisissent de faire de la France insoumise le principal responsable de ce drame tragique que nous avons dénoncé de toutes nos forces et que nous avons regretté de toutes nos forces parce que la violence ne fait pas partie de nos méthodes. Alors oui, ce traitement médiatique altère le débat démocratique. Ça veut dire quoi lorsqu'il dit la guerre est déclarée ? Ça veut dire quoi ? C'est une bataille médiatique qui ne se mène pas à armes égales, parce que dès l'instant où je vais mettre
moi et d'autres responsables politiques de la France insoumise, les pieds sur un plateau télé, on va devoir se défaire du mistigris dont on tente depuis une semaine, mais c'est pas nouveau en réalité, de nous accabler. Et résultat, le débat démocratique ne se place plus sur Amélie de Montchalin, nommée éhontément à la Cour des comptes pour servir les intérêts d'Emmanuel Macron, ne se place plus sur les conséquences politiques de l'affaire Epstein, ne se place plus sur les 15 000 on a foyers fait fiscaux. de nombreuses interviews toutes les deux. Oui. Franchement, à chaque fois que vous êtes venus, vous aviez l'impression d'être accablés. Ne le prenez pas personnellement, c'est pas de vous le dont je truc, parle c'est- ce soir. C'est Non, pas mais de justement, vous. sauf que je sais de quoi je parle, C'est- puisqu'on s'est Ce n'est souvent pas de retrouvés vous ensemble dont je sur un parle. plateau. C'est du traitement médiatique de manière générale. J'aurais pu vous amener ici les unes de ces différents médias que je citais et dont on peut quand même, et a fortiori dans un cadre démocratique, contester les termes médiatiques qui ont été ceux du traitement de cette affaire. Du coup, ça qui veut ont dire quoi? abouti à cette marche samedi, à des saluts nazis librement réalisés. La marche aurait dans- eu lieu de toute façon, quel que soit le traitement Non, médiatique. sauf- La marche en hommage Sauf si aurait elle- eu lieu. Mais c'était pas une marche d'hommage. Bah si, C'était- d'ailleurs les parents de c'était Quentin, pas ils une disent marche. aussi merci à ceux qui se Ce sont n'était pas déplacés une dans marche la rue. d'hommage. Vous Il y a l'avez eu vu des comme moi. débordements. D'ailleurs, puisque vous êtes si soucieuse de la liberté de la presse, ce qu'un certain nombre de vos journalistes ont raconté sur place aussi, c'est qu'ils ne pouvaient pas accéder librement à cette manifestation. mais- Est-ce que vous avez déjà vu une manifestation dans laquelle les journalistes, avec une carte de presse, ne peuvent pas se promener librement? Donc oui, moi, j'assume de dire à votre antenne qu'il y a un problème dans notre pays quand vous avez un petit nombre d'acteurs extrêmement fortunés. Allez, je cite pas votre antenne. Je pourrais parler de Bolloré et de la sphère CNews, qui possèdent des médias pour servir un agenda politique. Moi, alors, C'est naïf. Du coup, mais du coup, quand il intitule sa conférence de presse face aux nouveaux médias, ça veut dire quoi? C'est quand il dit guerre déclarée, donc il va s'exprimer que dans ces nouveaux médias. Et quels sont ces nouveaux médias? Ça veut dire que ces nouveaux médias sont des outils qui permettent un traitement plus libre de l'information. Je vous donne des exemples de médias indépendants. Blast, Mediapart. Je suis pas toujours d'accord avec eux, hein, y compris sur le fond. Ah non, bah, je ne suis pas toujours d'accord Bon, pas avec toujours, eux. oui. Mediapart a pu avoir des mots durs à l'égard de la France C'est vrai, insoumise, c'est vrai, c'est vrai. mais ce sont des médias qui, aujourd'hui, ne sont pas possédés par des milliardaires qui servent un projet politique. Et donc ça, je pense que c'est à chérir dans une démocratie. Rachel. Un mot là-dessus, parce que je me sens visée, peut-être à tort, mais il Ne se prenez trouve pas que personnellement. je me prends pas personnellement. Mais il se trouve que je travaille à Marianne. Hein, et en effet, Marianne est la propriété de Daniel Kretinsky. Je n'ai aucun problème à le dire, c'est tout à fait transparent. Je vous assure, et je ne sais pas d'ailleurs si c'est un bon argument que je vous apporte là, si vraiment il va me servir, mais c'est qu'à Marianne, le traitement vraiment de l'actualité, et notamment de la France insoumise, se fait sans aucune forme d'intervention de notre actionnaire. Peut-être que j'aurais dû me saisir de cet alibi en vous disant que finalement il y avait un agenda, des consignes qui nous étaient passées. Ce n'est vraiment pas le cas. Et j'ai conscience peut-être à vos yeux que j'abîme le travail et mon image en vous disant ça. Mais vraiment, on travaille en totale indépendance. Même si la question plus largement que vous posez, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Bon, là, il se trouve qu'on n'aborde pas aujourd'hui, mais je vous assure que la couverture à laquelle vous faites référence de Marianne s'est faite de manière extrêmement libre. Mais surtout, moi, je trouve ça un peu ensuite étonnant, pardon, mais dérange. qu'au bout Là, c'est d'une semaine, problématique. ce soit la leçon que la France insoumise tire de toute cette séquence que l'on vient de vivre. Vous êtes en train de nous expliquer que parce que les plus riches et les milliardaires possèdent des médias, aujourd'hui, vous vous retrouvez mis en cause et fragilisé dans cette affaire. Ce n'est pas pour ça, Manon Aubry. Faites l'effort d'écouter les 2 heures de conférence de Jean-Luc Mélenchon. Vous verrez que le contenu sera beaucoup plus diversifié que l'extrait que vous avez bien voulu Alors j'en ai passer. un autre extrait, si vous voulez. dis-le Sur pas. la jeune garde, par exemple, et la manière dont il voit la jeune garde. On Écoutez. peut passer quelques extraits si vous le souhaitez, mais On va écouter. Allons-y. allez-y si vous voulez. Vous pas de êtes problème. moralement coupable de quelle violence? De quelle violence sommes-nous moralement coupables? En plus, vous êtes des profs de morale maintenant. Alors vous nous demandez pour la jeune garde. Mais la jeune garde, nous sommes très fiers d'avoir compté la jeune garde comme allié. Tellement fiers qu'on a proposé à celui qui l'avait fondée de devenir député sous notre étiquette, la France insoumise. Et nous n'avons aucun regret à cet égard. Aucun regret, nous sommes très fiers. Vous pourriez dire exactement la même chose? Oui, parce que aujourd'hui,
pourquoi la Jeune Garde a été créée? Quelle est l'histoire de la Jeune Garde? La Jeune Garde, elle a été créée en 2018 en réaction à l'ouverture de plusieurs lieux de rassemblement de groupes néo-nazis, qu'à Lyon, on a assisté à plus d'une centaine d'attaques en l'espace de quelques années, dont 70% n'ont pas été poursuivis en justice. Et aujourd'hui, quiconque connaît un peu le milieu militant à Lyon, et c'est des choses que j'ai entendues de la part de militantes et de militants, des droits LGBT, de personnes racisées, qui disent on a peur dans les rues de Lyon. Donc on vous appelle la savez, police. s'il y a des antifascistes dans notre pays, c'est d'abord parce qu'il y a des fascistes. Non, on appelle et moi, la police. je rêve du jour. Vous avez raison, on appelle la police. On n'appelle pas une milice. Vous avez raison, on appelle la police. Le fait est que la police, à Lyon, a laissé se développer des groupes néo-nazis qui ont pignon sur rue, qui menacent nos événements. Je vous donne un exemple. Mais je veux dire, ça ne donne toujours pas le droit de créer une milice qui se soustrairait à la police pour aller protéger qui que ce soit. Ça ne donne pas le droit d'user de la violence. Et moi, je suis profondément opposée à la violence. Pour autant, nous, à la France Insoumise, comme c'est l'histoire et la tradition dans le mouvement ouvrier dans lequel on s'inscrit, qui est très large, tant syndical que politique, nous avons des services d'ordre. Et d'ailleurs, je profite de votre antenne pour leur rendre hommage, parce que dans les conditions dans lesquelles on fait de la politique en ce moment, ils sont d'un calme à toute épreuve, et ils sont des militantes et des militants de l'ombre qui donnent de leur temps de manière bénévole. Mais sauf que, est-ce que l'histoire aujourd'hui de cette Jeune Garde que vous défendez, vous essayez de nous expliquer l'utilité de la Jeune Garde, est-ce qu'aujourd'hui l'étiquette Jeune Garde n'est quand même pas sacrément entachée? Et est-ce qu'il n'est pas temps de prendre ces distances? Je veux dire, là, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression que Raphaël Arnaud, ce soir, est presque encore plus conforté dans son poste, renforcé à la position qu'il occupe. À quel moment Raphaël Arnaud, où ça m'a échappé, a été mis en cause judiciairement dans cette affaire? Il n'a même pas été entendu comme témoin, même pas auditionné. De toute façon, même quand il est condamné définitif, il reste en poste. Ça change pas grand-chose. Prenons les affaires séparément les unes des autres. Non, mais c'est vrai. Pourquoi Non, mais je peux vous poser la question. Attendez, faisons les choses dans l'ordre. Comment vous l'ordre. expliquez la différence de traitement entre Adrien Quatennens, qui est condamné définitif et qui est mis à l'écart, et Raphaël Arnaud, faisons les choses dans l'ordre. On peut parler de cette affaire si vous le souhaitez. S'agissant de l'affaire de Quentin Desrenques, je ne vous laisserai pas dire que la responsabilité judiciaire de Raphaël Arnaud est mise en cause. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que même quand il est en cause, vous en tirez aucune conséquence. À partir du moment où il n'est pas mis en cause, alors il n'y a pas de raison que, pour répondre à votre question, que sa responsabilité politique soit mise en cause et sa présence au sein de la France Insoumise. Pour le reste, vous ne pouvez pas mettre sous le même plan une condamnation à une amende et des mois avec sursis pour une réponse à une attaque d'un groupe néo-nazi, d'une manifestation LGBT pour laquelle, et vous pouvez lire le jugement, il n'a pas été condamné pour des coups qu'il aurait tenus. On n'a pas été condamné pour des coups. Restons sur la mort de Quentin Desrenques. Je veux bien qu'on fasse les choses dans l'ordre, mais vous voyez, quand je parlais de confusion du débat médiatique, là vous donnez l'impression que Raphaël Arnaud a une responsabilité directe dans la mort d'un individu. J'ai commencé en disant que non, j'ai dit que même quand il a une responsabilité qui est mise en cause judiciairement, vous considérez que c'est pas la même chose qu'avoir une responsabilité dans la mort d'un individu. Mais donc quelles conséquences vous tirez alors d'une condamnation définitive pour violence? Si demain Raphaël Arnaud avait une responsabilité quelconque d'un point de vue judiciaire dans la mort du jeune Quentin Desrenques, alors il n'aurait plus sa place dans les rangs de notre mouvement politique. Mais ce n'est pas le cas. Mais de simple violence, ça c'est possible. Mais en l'espèce, on ne parle pas de violences pour lesquelles il a donné des coups. On parle d'une manifestation LGBT. Je voudrais qu'on reste sur la mort de Quentin Desrenques, s'il vous plaît. Qu'une manifestation LGBT soit attaquée et qu'il n'est pas normal dans notre pays, à Lyon, que des manifestations pour les droits LGBT ne puissent plus se tenir. Manon Aubry, attendez, Dylan Slama, je voudrais qu'on avance un petit peu. Sur la mort de Quentin Desrenques. Vous dites que pour l'instant, en fait, vous mettez une distance totale entre Raphaël Arnaud et ses collaborateurs, qui, pour au moins 3 personnes, sont liées à la mort de Quentin Desrenques. L'un d'entre eux est mis en examen aujourd'hui pour complicité de meurtre. Il n'était pas assistant au moment des faits, celui qui est mis en cause pour complicité de meurtre. Oui. Soyons précis sur les faits si vous le voulez bien. Il fait quand même partie de l'entourage de Raphaël Arnaud. Vous dites pour l'instant Raphaël Arnaud n'a rien à voir. Il n'était pas salarié de Raphaël Arnaud. Il n'est pas responsable de l'attitude de ses collaborateurs. Mais si l'enquête révèle, par exemple, puisqu'il y a encore... les enquêteurs travaillent encore sur les téléphones portables, sur les vidéos, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Si on apprend, par exemple, que Raphaël Arnaud a échangé avec
ses collaborateurs, et notamment celui qui est mis en cause pour complicité d'homicide, après la mort de Quentin de Renques et avant leur mise en examen, et qu'il n'a rien dit. Si par exemple on apprend ça, est-ce que vous considérez à ce moment-là qu'il a été d'une certaine manière complice, ou du moins qu'il est quand même pour le coup vraiment fragilisé? Il n'a pas rien dit, il l'a licencié. Dès l'instant où il a appris qu'il était présent lors des faits, sans même savoir s'il avait porté des coups, son collaborateur a été licencié. Mais il l'a appris quand ? Il l'a appris quand ? Il l'a appris dimanche. Et dimanche, il a fait la procédure pour pouvoir le licencier, licenciement qui a été effectif dès le lundi. Donc, vous voyez, à moins de dire que chacune et chacun a une responsabilité pour l'ensemble de ses employés, il a pu vous arriver, je vous en fais pas le grief, que des employés de BFM puissent être poursuivis pour des faits qu'ils ont pu commettre. Jean-Jacques Bourdin, qui a été le présentateur vedette de cette antenne le matin à 8h30, a été poursuivi pour corruption de mineurs et pour le coup, vous qui ne vouliez pas sexuel, tout mélanger, là on mélange pour harcèlement sexuel, pardon, pour être précise, et il a été licencié par votre antenne. Une fois qu'il a été licencié, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Qu'est-ce que vous pensez que Raphaël Arnaud peut faire de plus? Vous avez échangé avec lui? Avec Raphaël Arnaud, oui, on a eu des échanges collectifs. On n'a pas à dévoiler la teneur de vos échanges. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes très sereine. Pour vous, il n'a rien à se reprocher. À moins que vous m'apportiez de nouveaux éléments de l'enquête dont je n'ai pas connaissance à cette heure et dont manifestement les enquêteurs eux-mêmes n'ont pas connaissance à cette heure. Si vous êtes mieux renseigné que les enquêteurs, tant mieux pour vous, je ne sais pas d'où vous sortez ces informations. Non, mais à l'heure où on se parle, la responsabilité... Parce que l'un des grands arguments de la France insoumise, c'est de dire laissons l'enquête se terminer, ce qui s'entend. Mais qu'est-ce qui pourrait le fragiliser, Dylan Slama, par exemple? S'il y a eu des échanges téléphoniques, est-ce qu'il y a... Mais il y a deux choses. Il y a la responsabilité morale politique et la responsabilité judiciaire. Oui. D'un point de vue judiciaire, si on voulait aller chercher sa responsabilité, les enquêteurs ou les magistrats pourraient le faire par le truchement de ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, c'est les actes préparatoires à la commission d'un délit. Et donc, si jamais il était avéré, encore une fois, j'ai pas d'informations non plus dans ce sens, j'en ai aucune. Mais on fait donc vous voyez qu'on commente des spéculations. Je commence pas. On me pose une question et j'essaie de répondre sur qu'est-ce qui pourrait. Vous répondez à la question, je vous en fais pas le grief. Vous voyez, laissez-moi terminer. En élaborant ces hypothèses, on fait porter une responsabilité à Raphaël Arnaud dont rien n'indique à cette heure qu'il a cette responsabilité. Donc vous voyez, nous avons la démonstration précisément de ce que Jean-Luc Mélenchon dénonçait dans le traitement médiatique qui vise à faire porter des responsabilités. Nous essayons de comprendre quelle est votre ligne et quelle sera votre ligne après l'enquête, si jamais il devait être fragilisé ou pas. En tout cas, on a bien compris que pour l'instant, vous ne le lâcherez pas. Il restera député de la France Insoumise. Pourquoi ? Par ailleurs, vous ne prenez pas aujourd'hui vos distances avec la jeune garde. C'est ce que vous demande, par exemple, et on parlera justement des échéances électorales, de nombreux membres du Parti socialiste qui semblent dire « Ok, si au moins il y a une clarification à ce niveau-là, on pourra envisager de nouveau des alliances ». Pourquoi ça, vous ne le faites pas? Écoutez, la jeune garde, j'ai expliqué son histoire, les raisons de son existence, et je le redis assez fermement, s'il y a des antifascistes dans ce pays, c'est d'abord parce qu'il y a des fascistes. Et moi, je ne ferai pas comme l'a fait Olivier Faure, je ne mettrai pas sur le même plan, ni tracerai un signe égal entre les fascistes d'un côté et les antifascistes. Et puisque vous demandez de la clarté, moi je demande de la clarté au Parti socialiste sur leur soutien au mouvement antifasciste. Je rappelle que le logo de la SFIO, qui est l'ancêtre du Parti socialiste, a les mêmes 3 flèches que la jeune garde, qui dit quelque chose. Je veux dire, dans notre histoire, l'antifascisme, d'ailleurs, n'était pas que l'apanage de la gauche. Il y a Raymond Aron, par exemple, de gens qui frappent des gens. S'il vous plaît, arrêtons de dire antifascistes, c'est les gentils, puis en fait, c'est les méchants. Je mets un signe égal entre quelqu'un qui frappe quelqu'un et quelqu'un qui frappe quelqu'un. C'est deux personnes qui frappent quelqu'un. Je vous ai condamné, je crois, avec la plus grande fermeté, tout acte de violence. Alors pourquoi ne condamnez-vous pas la jeune garde qui est condamnée elle-même? Je condamne tout acte de violence, mais je vous redis ici que oui, l'antifascisme est nécessaire dans notre pays. Je vous donne des exemples très concrets. Quand il y a eu à Saint-Brévin un centre de demandeurs de droit d'asile qui a été l'objet de nombreuses attaques de groupes néo-nazis, s'il n'y avait pas eu de groupes antifascistes dans notre pays, ils ont fait pour s'organiser, ils ont organisé des mobilisations de masse, ils ont organisé la sécurité de ce centre de demandeurs d'asile, et grâce à cette mobilisation antifasciste, alors ce centre de demandeurs d'asile a pu continuer d'exister. Donc oui, dans ces conditions, je pense que l'antifascisme
fascisme est nécessaire et il était nécessaire hier, il est nécessaire aujourd'hui. Mais donc, si on vous suit, si la Jeune Garde n'avait pas été dissoute, vous pourriez totalement continuer à collaborer avec elle. Mais je vous le confirme que dans la mesure où la Jeune Garde, la responsabilité morale de la Jeune Garde, qui, à ma connaissance, n'a pas dans ses prises de position publiques fait d'appel à la violence, mais a fait un travail qui vise, par exemple, grâce au travail de la Jeune Garde, il y a 5 locaux de groupes néo-nazis qui ont été fermés à Lyon. Et c'est uniquement grâce à l'acharnement des militantes et des militants antifascistes à Lyon qu'ils ont pu faire ce travail judiciaire. Pour nos téléspectateurs quand même qu'il y a un nombre incalculable de vidéos qui tournent sur les boucles Telegram, c'est-à-dire les boucles communiques de la Jeune Garde, où ce sont des gens qui passent à tabac. Alors je me fiche que les gens qui soient au sol frappés par 5 personnes soient des néo-nazis. C'est pas bien d'être néo-nazi, hein, ça on peut le dire, voilà, c'est public, je l'ai dit, c'est pas bien. C'est pas bien non plus de frapper à 5 une personne au sol. Hein. On se soustrait pas à la police parce que la personne en face a des idées qui sont détestables. C'est ça. La Jeune Garde, concrètement, c'est ça. C'est des gens qui passent à tabac des gens. Je suis pas d'accord avec vous, la Jeune Garde. Mais c'est factuel. La Jeune Garde, ce n'est pas ça. D'ailleurs, je ne crois pas que des faits similaires et aussi tragiques auxquels on a pu assister la semaine dernière soient imputables à la Jeune Garde par ailleurs. En revanche, la violence a été théorisée par l'extrême droite. En tout cas, ce qui s'est passé la semaine dernière, pour vous, n'est pas un tournant. Le fait qu'il y ait des membres de la Jeune Garde qui soient présents à ce moment-là dans cette rixe et que ça se termine par un mort, pour vous, c'est pas un tournant? Pour moi, il y a un tournant la semaine dernière dans le niveau de violence de la vie politique. Et que, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir dans un cadre démocratique, ça ne doit jamais se solder par la mort, par tabasser un homme à terre. Mais ça ne remet pas en cause votre lien à la Jeune Garde. Ce tournant, on peut le mesurer. On l'évoquait en coulisses avant d'entrer sur le plateau. Moi-même, j'ai tenu des réunions publiques la semaine dernière pour la première fois de ma vie avec des policiers de la police nationale qui se trouvent à la sortie. On reçoit quotidiennement des menaces de mort. Donc oui, il y a un tournant dans la vie politique. Et ce tournant dans la vie politique, je crois qu'il doit nous amener collectivement à pouvoir faire la part des choses, parce que dans ce moment où tout est à front renversé, où les féministes deviennent des féminazis, les écologistes deviennent des écoterroristes, les antifascistes deviennent des fascistes, on perd tous les repères. Et je crois qu'il faut un peu de sang-froid et de lucidité. C'est pas facile. Je suis une personne. Ne peut pas être gentil, et donc on a je voudrais qu'on avance sur les alliances électorales. Y compris vous allez intervenir la militante et la responsable politique que je suis. Qui nous rejoignent, je suis un être humain et qui ne peut supporter la violence avec laquelle le débat politique se déroule et dont nous sommes aussi les premières victimes. Je précise qu'il est 22h47 et je salue ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je précise aussi qu'on est avec Manon Aubry pour la France Insoumise et qu'on continue évidemment à parler des conséquences de la mort de Quentin Derengue sur le débat et la vie politique, sur vos alliances avec le Parti Socialiste. Bon, on a entendu beaucoup de responsables du Parti Socialiste sur la suite qui disent pas exactement la même chose pour le coup, mais il y en a un qui est très clair, c'est l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Écoutez. Tout dans la stratégie et l'attitude de LFI est destiné à organiser la confrontation entre LFI et le Rassemblement national. Nous devons tout faire par notre stratégie, par notre parole, par notre volonté pour l'éviter. Moi, je ne choisis pas entre la peste et le choléra, je choisis le vaccin. Alors, ce que l'histoire ne dit pas, c'est si vous êtes la peste ou le choléra. En l'occurrence, il ne le précise pas. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, je crois que j'ai pas de leçon à recevoir de la part d'un ministre qui a été en exercice avec Emmanuel Macron, de la part d'un ancien ministre de l'Intérieur qui était ministre de l'Intérieur au moment de la mort de Rémi Fraisse. Pour le reste, s'agissant du Parti socialiste, pour moi, la rupture, elle se fait pas tellement sur les derniers événements, elle se fait sur l'attitude à avoir vis-à-vis du gouvernement et du gouvernement Le Cornu et de la volonté manifeste du Parti socialiste d'être la bouée de secours du macronisme, d'avoir refusé à plusieurs reprises de voter la censure, d'avoir par là même accepté un budget qui fait la poche des Françaises et des Français. Donc vous êtes pour cette rupture aux prochaines échéances électorales, vous l'assumez ou vous dites il y a peut-être encore quelque chose à sauver? Moi je suis, et j'ai toujours été cohérente en cela, pour la poursuite de la stratégie et du programme du nouveau Front Populaire. Pour moi, c'était pas un vœu pieux. Mais il existe encore, le nouveau Front Populaire? En tout cas, il y a un programme, et ce programme, je veux m'en faire l'héritière. Mais
vous avez raison de dire que aujourd'hui il y a des stratégies politiques, y compris une force politique, le Parti socialiste, qui a tourné le dos à ce programme, qui tourne le dos à sa propre histoire antifasciste. Et d'ailleurs, je pense que Jean Jaurès doit se retourner dans sa tombe. Je le regrette personnellement. Je le regrette aussi pour les électrices et les électeurs qui ont cru avec force, avec enthousiasme au nouveau Front populaire. Mais je veux leur dire que nous, on va pas laisser le drapeau à terre, qu'on va continuer à se battre. Comme Bernard Cazeneuve, je voudrais qu'on lise les mots de Boris. C'est vrai, c'est ça qui est compliqué aussi. Peut-être Rokhaya Diallo, un mot là-dessus sur les 50 nuances de gris au Parti socialiste. Boris Vallaud qui dit: le Front républicain n'est pas un arrangement électoral, c'est un impératif moral, une obligation faite à tout républicain authentique et pas seulement à gauche. Je n'y renoncerai jamais. Tout plutôt que l'extrême droite. Ils ne disent pas tous ça, mais ils sont quand même plusieurs à dire cela. Et en général, d'ailleurs, ceux qui ont peut-être plus une place à sauver ou un rôle à jouer dans les prochaines élections. Alors Bernard Cazeneuve, il faut rappeler qu'il était déjà hostile au NFP. La position qu'il défend aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle et elle est aucunement liée à la mort de Quentin. Mais là, la peste ou le choléra, il y va fort quand même. Oui, il y va fort parce qu'il creuse un sillon et je pense qu'il y a quand même dans le spectre politique énormément de personnes qui se saisissent du climat actuel pour confirmer une distance avec la France insoumise sans que ce soit uniquement lié à ce qui s'est passé actuellement. Après, pour un parti de gauche, pour un représentant de gauche, il me semblerait très très difficile de justifier de ne pas choisir entre l'extrême droite et un autre parti de gauche. Je crois que c'est quelque chose qui serait impardonnable pour des électeurs de gauche. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun électeur de gauche aujourd'hui en France qui considère qu'il y a un équivalent avec tout parti de gauche et le Rassemblement national. Il faut quand même rappeler que l'essence des partis de gauche, c'est de lutter contre l'arrivée de l'extrême droite. Donc on assiste à une rupture de façade en fait. Et finalement, des alliances, il y en aura, notamment aux prochaines municipales. Parce que ce serait coûteux politiquement. Moi, vous misez là-dessus. Je pense qu'un élément qui est important, c'est pendant que ce débat se tient, vous voyez comment, de nouveau, à front renversé, Jordan Bardella en profite pour tenter de faire un front républicain contre la France insoumise pour mieux sceller son alliance des droites. Il est là le danger. C'est que pendant qu'on diabolise les antifascistes, on est en train de banaliser les héritiers du fascisme et l'extrême droite. Oui. Et c'est là où je veux en appeler un sursaut de la gauche dans son entièreté. Et je crois que les élections municipales qui viennent le 15 et 22 mars prochain est l'occasion de ce sursaut antifasciste. Et moi, je le dis sans embâche, partout là où nous arrivons en tête de la gauche aux élections municipales au premier tour, nous proposerons un rassemblement au second tour parce que précisément face à la droite et l'extrême droite, nous savons où est notre boussole. Mais typiquement, au-delà de Boris Vallaud, il y a d'autres membres du Parti socialiste qui laissent entendre qu'ils attendent une simple clarification de votre part ces derniers jours, à minima à l'égard de la jeune garde, pour que les choses puissent se résoudre. Pourquoi vous ne faites pas ce pas-là? Pourquoi vous vous obstinez? Je crois avoir été très claire dans mes propos ce soir. En revanche, moi, j'attends une clarification de leur part sur leur rapport au mouvement antifasciste, sur la mise refuser la mise en équivalence, comme il peut être fait par certains, entre la France insoumise et l'extrême droite. Moi, j'attends une clarification du Parti socialiste vis-à-vis notamment de ces propos de Bernard Cazeneuve qui sont extrêmement graves et qui visent à banaliser l'extrême droite. Et donc, maintenant, ça va être au Parti socialiste d'opérer ces clarifications. Parce que je pense que je ne peux pas être plus clair que ce que j'ai été sur le refus de la violence en politique. En revanche, je trouve qu'ils ne sont pas clairs sur leur bataille, leur stratégie vis-à-vis de l'extrême droite. Et l'histoire de la gauche a toujours été de se mobiliser, toujours été de batailler contre l'extrême droite. Et moi, je ne perdrai jamais, jamais, jamais cette boussole, même avec des gens avec qui je peux avoir des différences comme le Parti socialiste. Depuis une semaine, c'est vrai que peut-être plus de gens vous mettent sur le même plan que le Rassemblement national. Écoutez, là aussi, c'est le récit médiatique qui tente à être construit. Pas que, non, mais oui, ça ne peut pas être la faute des médias quand ça les arrange. Pardon, mais sur le fond des idées. Quel est notre point commun avec le Rassemblement national? Ils veulent la préférence nationale, c'est un programme raciste. Nous sommes... Ça s'appelle la citoyenneté. La préférence nationale, ils ne veulent pas, par exemple, que des personnes qui aient des doubles nationalités puissent être fonctionnaires. Nous sommes opposés. Nous sommes en faveur d'une meilleure redistribution des richesses, d'une taxation des plus riches. Ils sont opposés. Là, je parle en l'occurrence du débat qu'on a depuis une semaine sur le rapport de votre parti à la violence. Si vous supportez... Je crois que j'ai été
été extrêmement clair ce soir encore sur notre rapport à la violence. Et si vous supportez que le débat politique se tienne sur le terrain des idées, je sais que c'est compliqué en ce moment, je vous mets au défi de trouver une seule proposition en commun entre le Rassemblement national et nous. Ah oui. En revanche, ce que je n'oublie pas, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, le Rassemblement national a monté comme jamais, précisément parce que les macronistes ou ceux qui ont été au gouvernement avec Emmanuel Macron ont repris le narratif de l'extrême droite, à commencer par Bruno Retailleau lui-même, qui dit abat le voile et qui parle de Français de papier. Et c'est eux qui portent une responsabilité qui est colossale dans la montée de l'extrême droite. On peut peut-être demander à Julien Audoul si vous avez justement une mesure en commun entre le Rassemblement national et la France insoumise. Vous pouvez venir, Julien Audoul, venez vous installer. Manon Aubry s'en va.